Bonsoir tout le monde, ce soir on va parler un peu d'Arbitrum, du drama qu'il y a eu autour. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais tout vous raconter. On va ensuite parler un petit peu de DeFi et de double investissement, mais avant ça, comme d'habitude, je vais vous passer les petites news de la semaine. Première news qui fait pas trop plaisir pour le coup, c'est la Dan qui nous poste ça. Vous l'avez très probablement entendu parler, l'Assemblée nationale vient de voter l'interdiction pour le secteur crypto de recourir aux influenceurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour moi par exemple? J'aurais potentiellement plus le droit de faire des placements de produits rémunérés, sauf si je parle d'un acteur qui est agréé PSAN, et spoiler, aucun acteur n'est agréé PSAN pour le moment. Évidemment, les produits qui sont en dehors de la crypto, techniquement je pourrais continuer à en parler par exemple. Alors, pour le patron du Crédit Mutuel, si vous aimez la criminalité, vous allez adorer les crypto-monnaies. J'avais vu un autre truc passer aussi par rapport au gars au patron du Crédit Mutuel qui disait un truc négatif sur les crypto-monnaies. Je sais plus ce qu'il disait, mais bon, c'est dommage parce qu'il est plutôt jeune et tout. Moi, je m'attendais pas à des propos comme ça d'un gars aussi jeune, mais bon, pourquoi pas. Écoutez, peut-être qu'on se trompe tous ici sur cette chaîne et que les cryptos, c'est pas le futur, que c'est un truc de criminel, etc. Je pensais que c'était quand même passé le truc de la criminalité et tout, etc. Non, parce que moi, si vous aimez la criminalité, ne vous en faites pas, vous allez adorer l'euro et le dollar. Heureusement, à côté de ça, j'avais une news qui était un peu plus positive. Ce qui est très marrant, c'est que ces deux news étaient à la suite dans mon fil Twitter. Le Crédit Agricole et une banque suédoise vont lancer une nouvelle plateforme blockchain d'émission d'obligations axée sur l'écologie. Alors, je sais pas trop ce que ça veut dire pour l'instant, mais ça va quand même dans le bon sens, je trouve. C'est une bonne chose. J'ai l'impression que les gars, ils se disent, ok, c'est cool, on va être le hub des entreprises, ils font ce qu'ils veulent avec leur argent bizarre, là, avec leur argent digital, mais personne n'en parle. Personne n'en parle, on va protéger les gens comme ça. Do Kwon risque 100 ans de prison aux États-Unis et 40 ans en Corée du Sud. Bon, je lui souhaite, s'il se tape de la prison, d'aller plutôt en Corée du Sud, vous me direz. Même s'il est pas très sympa, il a volé beaucoup de sous-sous, c'est pas bien. C'est pas bien Do Kwon. On avait fait un sujet de live sur Justin Sun. Franchement, si ça vous intéresse, il y a la rediff sur YouTube. C'était assez intéressant, c'était au niveau de l'USDD. Et pourquoi c'est un stablecoin, à mon avis, qui va pas tenir des années et des années, tout simplement parce que Justin Sun a toutes les liquidités de l'USDD. Bref, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous propose d'acheter les 41 000 bitcoins et des poussières du gouvernement américain liés à Silk Road. Donc, il y a des bitcoins qui ont été récupérés par le gouvernement américain quand Silk Road était tombé. Plus de 41 000 bitcoins. Et il a proposé comme ça sur Twitter de les racheter avec 10% de discount, mais pour passer en OTC. Donc, c'est genre en marché à côté. Je sais pas, over the counter on dit littéralement. Donc littéralement c'est acheter de gré à gré, voilà, c'est ça. En plus c'était écrit dans l'énoncé du tweet. Donc acheter de gré à gré pour pas avoir d'impact en fait sur le cours du Bitcoin. Parce que vous doutez bien quand même que si on vient vendre d'un coup bêtement en marché spot 41 000 Bitcoin, ça fait baisser le cours du Bitcoin évidemment. C'est quand même beaucoup. C'est quand même sympathique de sa part de proposer, mais il n'en rate pas une. Justin Sun était ambassadeur en Grenade, donc c'est un pays dans les Caraïbes. Et il nous dit a priori que son mandat il se termine le 31 mars 2023, mais si j'ai bien compris, j'ai pas les sources là sous les yeux, j'ai que le tweet de Justin Sun, mais j'ai entendu des news comme quoi le gars avait été viré par Grenade des mois auparavant et qui continuait, vous savez, il avait son drapeau si vous allez voir la rediff là où je parlais de l'USDD, dans son pseudo il y avait le drapeau de la Grenade et tout, et a priori à ce moment là il était déjà plus ambassadeur. Franchement il me fait vraiment rire de temps en temps. Ça c'est une bonne news par rapport à FTX. Les utilisateurs européens ayant créé leur compte après mars 2022, c'est pas mon cas personnellement, vont récupérer leurs fonds sous peu. Alors j'ai pas été me renseigner un peu plus sur comment ça marchait exactement, mais a priori pour ceux qui ont un compte récent on va dire sur FTX, vous pourriez potentiellement revoir vos fonds, donc très bonne nouvelle. Rappelez-vous, la semaine dernière je vous ai montré comment on pouvait farmer un airdrop sur ZK Sync. J'ai un petit peu galéré pour 2-3 trucs honnêtement, mais franchement, pourquoi vous faites ça maintenant D-Bank? Pourquoi vous n'aviez pas fait ça pour la semaine dernière? Ils se sont déployés sur Polygon ZK EVM et sur ZK Sync. Ça aurait été tellement plus simple. J'aime tellement Rabi par rapport à MetaMask. Bon, je veux pas avoir l'air de trop sucer Rabi, mais vraiment, si vous êtes débutant ou si vous n'êtes pas trop porté sur la DeFi, utilisez Rabi au lieu de MetaMask. Je pense que votre expérience sera bien meilleure. Mason aussi qui prend en charge Polygon ZK EVM et aussi ZK Sync.
Et c'est pas possible. La semaine dernière, on s'est coltiné multi-chain et tout, alors que, à quelques jours près, vous voyez, on peut bridger directement sur Zcasing, c'est magnifique. On reste un petit peu sur les DeFi, il y a PancakeSwap qui a lancé sa V3. Alors comme prévu, ça ressemble exactement au pool qu'on a sur Uniswap. Pour l'instant, c'est un peu le bordel, je vais vous montrer. On va aller sur PancakeSwap. C'est un peu le bordel parce qu'ils ont encore leurs anciennes pools de V2, ils ont le Stable Swap, ils ont la V3. Enfin, je trouve que ça va pas trop dans le sens de l'utilisateur. Vous voyez, PancakeSwap, c'est sur la Binance Smart Chain et c'est une blockchain qui se veut un petit peu mainstream. PancakeSwap V3, ça va pas trop dans ce sens-là. Parce que les pools de liquidité sur Uniswap V3, j'avais fait un sujet dessus, j'avais un petit peu galéré honnêtement. Maintenant, je saisis un peu plus le concept, mais je trouve que c'est un truc assez difficile à saisir pour les débutants. Alors, à mon avis, ils vont implémenter des fonctions automatisées au fil du temps. C'est pas encore là, mais je suis à peu près sûr qu'ils vont ajouter des fonctions où vous avez des USDT, hop, vous pouvez rentrer sur n'importe quel pool. En plus, ça va s'équilibrer tout seul. J'en suis à peu près sûr. Bon, par contre, bonjour les impermanent loss. En revanche, les pools V3, elles peuvent vous apporter des intérêts assez élevés sur certaines cryptos. Par exemple, la USDT BNB, on a 77% APR. C'est très élevé pour une pool comme ça. Mais après, on a des intérêts que si on est dans la bonne fourchette de prix. C'est les pools V3, c'est un petit peu compliqué. Mais du coup, on a tout de réuni. Ça, c'est les nouvelles pools V3. À la fois une bonne news, à la fois une mauvaise news. Les hackers crypto ont volé plus de 370 millions de dollars au premier trimestre 2023. Au premier abord, ça peut paraître élevé, mais si on compare du coup au trimestre précédent, c'était 5 milliards de dollars. Donc, moi, je suis plutôt content. Hein. Ça a baissé a priori. Il convient de noter que janvier 2023 a été l'un des mois les plus bas pour les piratages, avec un total de 14 millions de dollars perdus seulement. Voilà, c'est plutôt cool. Est-ce que on va voir de moins en moins de hacks, ou en tout cas de moins en moins de gros hacks sur la crypto? Surtout que, à mon avis, ça prend en compte les 370 millions volés. Je sais pas s'il en parle un peu en dessous. Bah voilà, il y a l'attaque de Euler Finance qui c'est la moitié en fait des sous qui ont été volés. Et pour rappel, hein, le hacker a rendu presque tous les fonds. Je pense pas qu'il ait rendu exactement tous les fonds, mais en tout cas il a rendu une bonne partie des fonds. Si jamais vous utilisez Realty, vous saviez qu'on peut recevoir ses rentes, ses loyers en USDC ou en DAI. Là il propose de recevoir directement ses cryptos en ARMXDAI. Oui, ça se dit pas comme ça évidemment, ça se prononce ARMMWXDAI. Et techniquement c'est quoi? Et ben vous voyez, quand on dépose des cryptos sur AAV, ça devient des A tokens. Par exemple, on dépose de l'USDC, on a du AUSDC. Et ben Realty, eux, ils ont le RMM, c'est comme AAV, sauf qu'on peut déposer des DAI et des tokens de Realty. Et du coup, quand on dépose un DAI, ça s'appelle un ARMMWXDAI. Le nom est très compliqué, mais en fait, c'est assez simple à comprendre. Hein. C'est une preuve de dépôt. Voilà. Si vous avez du ARMM machin truc dans votre portefeuille, ça prouve que vous avez bien des sous dans le RMM de Realty et vous pouvez récupérer vos cryptos. Donc, vous pouvez recevoir directement, en gros, du DAI qui fait des intérêts. Parce que dit en disant ouais, vous allez recevoir du ARMMXDAI, c'est quoi ça? Ben en fait, c'est des DAI qui sont sur le RMM, donc c'est des DAI qui vous font des intérêts. Et ça, je trouve incroyable, et j'espère qu'on aura d'autres protocoles, d'autres trucs qui pourront nous permettre de recevoir des rendements directement, qui nous rapportent même des rendements. Vous voyez ce que je veux dire? Subway, voilà, deux petites news légères pour terminer. Subway à Berlin qui offre un 10% de discount si vous payez en Bitcoin. Alors voilà, j'ai pas été vérifié non plus hein, jusqu'au Subway là-bas, mais je trouve ça hyper cool si c'est le cas, si vous avez vraiment 10% de discount en payant en Bitcoin. Bon, après je vous rappelle qu'en France, 305 € de dépenses par an, et après on doit déclarer chaque transaction, c'est chiant, donc faites attention. Et dernière petite news, Ledger annonce la conclusion d'une nouvelle levée de fonds. Et quand est-ce qu'ils s'arrêteront? C'est cool pour Ledger, en plus c'est français, ma petite dame, donc ça fait plaisir. Est-ce qu'ils vont lancer un token aussi, Ledger? Non, je pense pas honnêtement, ça m'étonnerait que ce soit dans les tuyaux pour Ledger. Allez, on va voir un petit peu ce qu'il y a du côté du drama d'Arbitrum. Vous en avez sûrement vaguement entendu parler, mais à mon avis, vous ne savez pas tout ce qui s'est passé. Donc, c'est pour ça qu'on va faire un petit condensé. Pour ceux qui me suivent assidûment sur mes chaînes YouTube, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne secondaire, mais vous allez voir, c'est plutôt sympa ce qui s'est passé, dans le mauvais sens du terme pour le coup. Hein. Hop, Arbitrum. Bon, là, a priori, ça se passe bien, le token a rebondi, comme l'ensemble du marché, j'ai envie de vous dire, mais
Voilà, le token avait chuté brusquement de 1,30$ à 1,15$ à peu près, donc il avait perdu un peu plus de 10%. C'était pas suite spécialement au marché ou quoi que ce soit, mais vraiment parce que Arbitrum, ils ont pris une décision un petit peu particulière. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On va commencer l'histoire avec Snapshot. Snapshot, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site sur lequel vous pouvez faire des votes de gouvernance. Donc un projet comme Arbitrum va lancer un vote, et les gens qui ont du token du projet, ils vont pouvoir voter si ils sont pour, s'ils sont contre, s'ils s'abstiennent aussi. Il y a presque autant de gens qui étaient pour que de gens qui se sont abstenus. J'ai envie de vous dire, c'est pas terrible, hein. Et il y avait quand même 77% de gens qui étaient contre. Ça s'est pas passé comme prévu. Ils ont lancé le vote, et un petit peu après, ils nous ont sorti ça. Où est-ce qu'on aurait pu être meilleur en communication? Nous comprenons qu'il y a pas mal de sentiments négatifs autour de la AIP numéro 1, qui a été conduite avec confusion, etc. Blablabla. L'AIP numéro 1, ce n'est pas une requête, ce n'est pas une proposition, c'est une rectification. Ah, d'accord. C'est quand même très bizarre de dire que c'était une rectification, etc., pas une demande, alors qu'ils ont fait une proposition, une demande littéralement à la communauté. Je comprends pas trop le move, je vais pas vous mentir. Concrètement, parce que là je vous parle de la proposition, mais qu'est-ce qu'il y avait dans cette proposition pour qu'elle ait suscité autant d'événements sur le marché? Et ben en fait, dans la proposition, il disait qu'il voulait réserver 750 millions de tokens Arbitrum pour un portefeuille de budget administratif. Donc tout est expliqué dedans. Il y a des gens qui vont recevoir du coup leur salaire 5 000$ par mois en token Arbitrum. Pourquoi pas, hein, je suis personne pour dire qu'ils sont trop payés ou pas assez payés, hein. Donc ils disent qu'ils ont besoin du coup d'allouer 750 millions de tokens pour un budget administratif. En soi, c'est pas une si mauvaise idée, hein. La proposition, elle peut se tenir. Mais dans ce cas-là, il fallait nous le vendre depuis le début, hein. Non, parce que quand on va voir les tokenomics officiels d'Arbitrum, il y en a 43% pour la DAO, pour la trésorerie de la DAO. Il n'y a pas écrit vous inquiétez pas, on réserve 7,5% de la supply pour notre budget administratif, on va payer des gens et tout avec ça. En plus, les tokens de la DAO, a priori, ils sont pas comptés dans la circulating supply, ils sont pas comptés comme étant des tokens en circulation, mais ils ont bougé, quoi. Il y a 750 millions de tokens qui ont bougé de l'adresse de la fondation. Enfin non, ils ont pas bougé, ils ont été mintés directement en plus sur le budget administratif. Tu mets pas de l'argent sur un budget administratif pour qu'il soit bloqué en fait. Donc ça devrait être compté dans la circulating supply. Pour moi, il y a déjà, avec ces données-là, au moins 2 milliards de tokens qui sont en circulation. Donc ça veut dire aussi que sa market cap, elle est fausse, hein. C'est pas, pour moi en tout cas, c'est pas 1 milliard et des poussières, hein. Il y a au moins 2 milliards et demi de market cap. C'est plié, c'est comme ça. Clairement, les tokens, ils peuvent bouger. Et encore pire que ça, ils ont carrément vendu 10 millions de tokens. Alors vous allez me dire, ouais, 10 millions, c'est pas grand chose, il y en a plus d'1 milliard, etc. Oui, mais à aucun moment, avant l'airdrop, quand ils ont montré ce qu'ils comptaient faire avec les tokens, à aucun moment ils ont dit qu'ils allaient vendre 10 millions de tokens. Et moi, ça m'a pas plu du tout comme décision de leur part. Du coup, c'était peut-être sous le coup de l'émotion ou quoi que ce soit, mais encore quelques jours après, ça me plaît toujours pas et j'ai décidé de vendre tous mes Arbitrum. Que ce soit sur le wallet que j'ai par rapport à ma chaîne YouTube ou sur mon wallet perso, j'ai tout vendu, j'en veux plus. On a les dates aussi, c'est très important. Regardez les dates, c'était avant le lancement du token. Donc par exemple, il y a 1 500 000 tokens qui ont été à cette adresse. Je crois que c'est Binance ici, ou OKX. Non, c'est Binance, vous voyez. Si des tokens sont bloqués pendant 4 ans, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment on peut avoir des tokens qui vont comme par hasard, comme par magie, sur Coinbase? Voilà, tout simplement. Vous voyez, on-chain data shows that address 0x8d45 transfère 22 millions d'Arbitrum to Coinbase. Hein, voilà. C'est ça des tokens bloqués pendant 4 ans. Alors peut-être qu'ils ont juste été envoyés sur Coinbase et qu'ils n'ont pas été vendus, hein. Je vous ai dit, j'ai pas été vérifié sur la blockchain si c'est bien l'adresse de Coinbase, etc. Je fais quand même plutôt confiance à Look On-Chain, à vérifier quand même pour être sûr à 100%, mais c'est chaud. C'est censé être bloqué pendant 4 ans. En plus, quand on vous dit que c'est bloqué, on peut littéralement bloquer des tokens sur
sur la blockchain. Faire en sorte qu'ils puissent pas bouger. C'est totalement faisable. Ça existe. On a la technologie pour faire ça. Mais voilà, moi je les ai vendus. Je me suis dit, ok, j'ai récupéré mon billet là-dessus, c'est très bien, mais j'ai plus envie d'être exposé à un token de gouvernance où vous avez des votes, mais en fait c'est pas des votes, c'est des rectifications. Vous avez des tokens bloqués, ils sont pas bloqués, vous inquiétez pas, on va pas les vendre, mais on les envoie quand même sur des plateformes centralisées. Et on va en vendre 10 millions parce que il faut bien qu'on se paye, les gars, c'est des frais, etc. Enfin, je comprends pas. Honnêtement, si tout ça avait été dit depuis le début, les 10 millions de tokens qui ont été vendus, ils auraient pu le dire quand même sur leur fiche de tokenomics, dire ouais, on a besoin de se financer un petit peu, ça coûte cher de lancer tout ça, ok, on va vendre 10 millions de tokens, mais dites-nous-le depuis le début. Faites pas des tokenomics où vous dites qu'il y en a tant qui sont bloqués pendant des années, etc., si c'est pour que ce soit pas vrai au final. Bref. Alors, pour rien vous cacher, demain, sur ma chaîne YouTube, vous allez avoir une vidéo qui sort sur les doubles investissements. Ce sera un peu plus complet que ce qu'on va faire dans le live parce que je vous montre plus de plateformes, etc. Et là, je vais essayer de passer un petit peu vite parce que je suis un petit peu fatigué, honnêtement. Je vais pas vous mentir. Sur ce, on passe au double investissement. Donc, pour faire court, les doubles investissements, c'est quoi? C'est un pari qu'on va pouvoir mettre sur le cours d'une crypto. Donc, déjà, il faut savoir à quel prix elle est actuellement. Ça, c'est pas trop mal. On peut le faire. On sait facilement. Sur OKX, c'est écrit ici quand on est sur la page des doubles investissements. Donc, pour cet exemple, je vais rester que sur Bitcoin. Mais évidemment, les doubles investissements, c'est disponible sur d'autres cryptos que BTC. Sur Binance, pour ceux qui sont en France, on peut pas utiliser les doubles investissements. C'est comme les futurs. Mais sur Binance, il y a beaucoup plus de choix pour les Canadiens, les Suisses qui me regardent. Et les Belges, etc. Je sais, j'ai oublié plein de pays. Mais comme je dis, c'est un pari qu'on va prendre à la hausse ou à la baisse. On peut le faire dans les deux sens. La différence, c'est que si on va faire un pari à la hausse, ce sera en Bitcoin. Si on va faire un pari à la baisse, ce sera en stablecoin. Sur OKX, en l'occurrence, on est avec de l'USDT. Donc, je vais commencer avec le pari à acheter Bitcoin à bas prix, comme c'est écrit sur OKX. Donc, pari à la baisse, parce que je trouve que c'est le plus instinctif à comprendre d'abord. Vous pouvez choisir plusieurs durées pour ce pari. Sur certaines plateformes comme OKX, vous pouvez avoir des paris même qui durent plusieurs mois. Si je descends tout en bas, on a des paris qui durent 268 jours. C'est 9 mois quasiment. Pour moi, c'est beaucoup trop long de prendre des paris sur 9 mois parce qu'on sait jamais. Quand vous faites du double investissement, il faut savoir que vos cryptos, elles vont être bloquées. Vous ne pourrez pas les récupérer tant que c'est pas fini. Donc, on sait jamais. Je dis pas que OKX va nous faire une FTX ou quoi que ce soit, mais c'est quand même un risque à prendre quand vous prenez quand vous bloquez des cryptos sur une plateforme centralisée. À tout moment, entre-temps, votre compte il peut se faire geler, la plateforme peut avoir des soucis, etc. Donc, c'est quand même pas très prudent de bloquer pendant plusieurs mois. Si vous partez sur du long terme, vous pouvez avoir des objectifs de prix qui sont abusés. On va voir ça tout de suite. Donc là, je vais me mettre sur 9 jours pour cet exemple, un pari sur 2 semaines à peu près, même pas, une semaine et demie. Et j'ai plusieurs paris. Donc je peux parier sur un Bitcoin à 28 000 $, 27 500, 27 000, etc. Et je vais vous montrer du coup la différence quand on prend un pari à long terme. Vous voyez, là on a 25 000, 20 000, 15 000. Sur 6 mois, on a même un pari à 10 000 $. Donc on n'a pas du tout les mêmes valeurs. C'est l'avantage qu'on aura à aller chercher des trucs à long terme, mais je vous le déconseille quand même. Concrètement, pourquoi on doit choisir un prix? Eh bien parce que ça va être notre cible pour Bitcoin. On va vouloir, ça dépend de votre point de vue, soit espérer que Bitcoin arrive à ce prix-là ou pas. C'est un peu comme les options. C'est un peu dans le même esprit. Donc, dans cet exemple, on va partir sur 26 000 $. Au cas où, pour vous ayez bien le contexte, si vous regardez cette rediff des semaines, des mois après, on ne sait jamais, Bitcoin, actuellement, il est à 28 000 $. Donc c'est pour ça que j'ai des paris qui sont autour de 28 000 $. Si Bitcoin était à 50 000 $, j'aurais des paris autour de 50 000 $. Ça paraît logique, mais je préfère quand même le dire au cas où. Je choisis le pari à 26 000 $, pourquoi pas. Et là, je vais pouvoir miser, comme je vous ai dit, des stablecoins. Quand on parie à la baisse, c'est des stablecoins. Donc je vais mettre 50 $ par exemple. J'ai ma date de début, aujourd'hui. J'ai mon prix de début sur Bitcoin, 28 000 $. J'ai ma date de fin, 14 avril 2023 à 10h. J'ai mon prix d'objectif pour la fin, 26 000 $. Tout ce qui va se passer entre aujourd'hui et le 14 avril 2023, on s'en fout. Honnêtement, on s'en fout. Ce qui va nous intéresser vraiment, c'est quand le pari sera terminé. Il n'y aura que 2 cas de figure possibles. Soit Bitcoin, il est à 26 000 $ ou au-dessus, soit Bitcoin, il est en dessous de 26 000 $. Donc, qu'est-ce qui se passe s'il est au-dessus de 26 000 $? Eh bien, vous allez récupérer des intérêts sur vos stablecoins. Vous voyez qu'à côté de chaque pari, on a aussi des intérêts qui vont de pair, et on peut avoir des intérêts abusés,
à 3 chiffres, etc. Je vais vous expliquer quand même comment on peut avoir des intérêts aussi élevés, mais pour l'instant, partez juste du principe qu'on a des intérêts, on comprendra après pourquoi ils peuvent être élevés. Donc, je remets mon pari de $50. Soit Bitcoin il termine au-dessus de 26 000 dans mon exemple, et vous récupérez votre mise de départ, les $50, plus 32 centimes d'intérêt. Soit Bitcoin termine en dessous de 26 000 $, et là, vous allez pouvoir acheter du Bitcoin. Avec les intérêts, les 30 centimes que vous auriez dû recevoir vont aussi être convertis en Bitcoin. Il y a juste un petit hic, c'est que peu importe à quel prix il est Bitcoin, tant qu'il est en dessous de 26 000 $, vous allez acheter du BTC et vous allez l'acheter à 26 000 $ au prix cible. Il peut être à 15 000, il peut être à 2 $, il peut être à 25 998 $. Vous allez en acheter à 26 000. Point barre. C'est le pari, c'est le risque à prendre. Forcément, quand on était en 2022, je vais vous mettre le graphique quand même sous les yeux. C'est de ici à ici, 2022. Vous voyez qu'on était plutôt sur une année de baisse. Donc, si vous mettiez un pari, j'en sais rien moi, à 40 000 $, c'est possible que vous vous fassiez avoir et que Bitcoin descende à 35 000, 30 000 $ et que vous vous retrouviez à en acheter à 40 000 alors qu'il vaut déjà plus que 30 000. C'est le risque à prendre avec les doubles investissements quand on parie des stablecoins comme ça. Vous pouvez vous retrouver dans un scénario où vous êtes pas très bien parce que vous achetez du Bitcoin bien en dessous de son prix. Et du coup, on commence à comprendre aussi comment des intérêts aussi élevés peuvent être générés. Parce que forcément, les paris, on peut les faire à la baisse, mais on peut aussi les faire à la hausse. Donc, on voit tout de suite comment ça peut s'équilibrer. Si un pari à la baisse a été perdu, les USDT, ils ont dû être vendus, à côté, il y a un pari à la hausse qui a été gagné. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est forcément deux trucs qui vont s'équilibrer. Le pari à la hausse, c'est exactement l'inverse. Là, vous allez miser des bitcoins, mais au-dessus du prix actuel. On va prendre les 30 000 $ par exemple. On voit qu'il y a un très bon rendement, 40% APY, même APR d'ailleurs sur OKX. 40% de rendement sur du Bitcoin. C'est insensé. Souscrire, on va mettre 0,1 Bitcoin. C'est une grosse quantité de crypto, mais au moins on va bien voir les intérêts comme ça. Donc, vous misez 0,1 Bitcoin. Si le 14 mars, toujours le même exemple, si le 14 mars il termine au-dessus de son objectif de prix, ils vont être vendus cette fois-ci. Donc, vous allez récupérer 3 000 $ plus les intérêts que vous auriez fait, donc 31 $ en plus. S'il termine en dessous de 30 000 $, donc en dessous de votre objectif, là c'est la même chose, vous allez avoir des intérêts sur vos cryptos. Il y a des stratégies qui peuvent être sympas à faire. Il faut garder à l'esprit quand même que ça peut être risqué. Ça peut, vous pouvez par exemple vendre du Bitcoin à 30 000 alors que peut-être que le 14 avril il aura explosé, il va se passer un truc de fou et il sera déjà à 50 000 et vous allez les vendre à 30 000 et vous allez avoir les boules. Voilà, il faut garder ça à l'esprit. Par exemple en bear market, c'était pas mal d'avoir des intérêts sur ces Bitcoins. Comme il avait tendance à descendre, on mettait des paris à la hausse sur BTC, on misait du BTC et a priori son prix continuait de descendre, donc on pouvait avoir des intérêts dessus. J'ai fait un peu de double investissement pendant 2022, ça a bien marché honnêtement sur Bitcoin comme ça. Bon, j'ai risqué évidemment une toute petite partie de mes BTC, même pas 2% je crois, 1 ou 2%, pas plus, et je vous déconseille de toute façon de miser une grosse partie de vos Bitcoins, de vos stablecoins là-dessus. Et du coup, on a vu ça sur la finance centralisée. D'ailleurs, je vous ai fait l'exemple sur OKX, mais on a ça sur BitGet, on a ça sur Binance, on a ça sur Huobi, il y a ça aussi sur Bybit, mais Bybit, il y a quand même un truc j'aime pas trop sur Bybit. Sur Bybit, en fait, c'est que du très court terme. Alors, tout à l'heure, je vous disais, ouais, il faut éviter de faire des trucs où on bloque pendant plusieurs mois, c'est pas trop risqué. Mais là, du très court terme, en fait, on n'aura pas un prix qui est très éloigné du cours actuel du Bitcoin. Et à tout moment, en fait, Bitcoin, il peut faire un plus 5 à un moins 10%. Ça, je pense que vous n'êtes pas naïf, vous le savez. Il n'y a pas longtemps, en plus, c'est arrivé que d'un coup, Bitcoin, il fasse un plus 5%. Et comme c'est que des paris à très court terme, vous voyez que c'est très proche du cours actuel. Là, ça va à 27 500 $ par exemple. On peut descendre un peu plus sur Bitcoin et on a un pari par exemple à 25 500 ici, à la baisse. Mais il y a 0,09% d'intérêt. C'est pas terrible. Maintenant, on va voir le côté finance décentralisée. On peut faire du parrainage sur la DeFi, c'est incroyable. Alors, je le mettrai pas sur le live de Crypto Future parce que c'est pas ma chaîne et je trouve pas ça respectueux. Mais pour les gens qui sont vraiment intéressés et qui ont envie de me soutenir au passage, voilà, attendez la vidéo, il y aura mon lien, n'hésitez pas. Et au passage, je sais pas, 3020 AVAX, il met juste cette valeur de base. Là, ça va être très différent sur la DeFi, vous allez voir pourquoi. Alors, il y a un autre protocole sur la DeFi qui fait des trucs un peu comme sur OKX, etc. Mais il n'y a pas grand chose, donc on va pas en parler.
On va parler que de Rehold aujourd'hui. On va se mettre sur un pari avec BTC. Vous voyez aussi qu'il y a une avalanche de crypto-monnaies. Vous avez vraiment beaucoup de choix. Et vous avez même des paires contre Bitcoin, genre AVAX contre BTC. Là, il faut s'accrocher un petit peu. Pour les plus débutants, je vous déconseille très fortement de toucher aux paires contre Bitcoin. Il vaut mieux avoir déjà manipulé quelques fois les doubles investissements avant. Vraiment, c'est beaucoup plus instinctif avec un stablecoin, croyez-moi. Bitcoin, USDC, c'est très bien. J'ai pas 2,9 Bitcoin, mais pourquoi pas. Allez, on va mettre un Bitcoin. Donc là, on peut voir aussi qu'on a un rendement, il est fixe. C'est pas le même sur chaque crypto. On a des cryptos, ça va jusqu'à 250%. On a des rendements à 3 chiffres partout. C'est incroyable, c'est n'importe quoi. Oui, mais c'est des rendements annualisés et on va bloquer nos cryptos pendant 12 heures, 24 heures. Vous voyez, c'est pas très long comme durée. Donc forcément, même si le rendement a l'air hyper élevé, sur du court terme, on va pas gagner tant que ça. Là, je vais prendre l'exemple où je vais commencer d'abord par les USDC. Alors, j'en ai pas 50 000 encore une fois, on va mettre 500. On va mettre plus que ce que j'avais mis sur OKX. On va mettre 500 USDC. Imaginons, là maintenant tout de suite, vous voulez tenter les doubles investissements sur Rehold. Vous mettez 500 USDC. Qu'est-ce qui va se passer? Vous n'allez pas choisir un pari sur un Bitcoin à 27 000, à 26 000 ou je sais pas quoi. Ça va être le prix actuel au moment où vous allez passer votre transaction. Donc là, on peut voir Bitcoin, il est autour de, on va dire 28 200, on va arrondir pour que ce soit plus simple. Donc, le prix, c'est fixé. La durée, c'est fixé, c'est 12 heures ou 24 heures. Donc, voilà, c'est assez clair. Votre pari, il va se faire sur 12 heures ou 24 heures par rapport au prix actuel. Donc, les issues, c'est exactement comme sur OKX. On va revenir d'ici 12 heures, par exemple, et on va voir, Bitcoin, il est au-dessus du prix. Très bien. S'il est au-dessus du prix, on va avoir nos intérêts en BTC. Bitcoin, il est en dessous des 28 000 $. Très bien. On va acheter du BTC à 28 000 $. Voilà, aussi simple que ça. Même si je trouve que sur Rehold, c'est pas si intéressant de faire du double investissement parce qu'on peut pas choisir un prix, je peux quand même trouver une qualité. Imaginons que vous ayez envie de faire un DCA ou un gros achat sur une crypto. Là, vous vous dites maintenant tout de suite, j'ai 2000 $ en stablecoin, 1000 $, 500 $. Je compte les investir sur telle crypto. Oh, ça tombe bien, allez sur Rehold. On va choisir, du Atom, pourquoi pas. Ça tombe bien, allez sur Rehold. J'ai mis 1000 $ que je voulais investir dessus. Et au lieu de les investir tout de suite, vous pouvez les mettre sur Rehold avec 12 heures ou 24 heures. Et soit vous avez des intérêts sur vos stablecoins, soit vous avez vos atomes plus des intérêts. Donc en gros, ça revient à soit avoir des intérêts sur ces stablecoins, soit acheter au même prix que maintenant, mais plus tard, du atome. Et en plus, vous avez quand même un petit bénéfice à faire ça, c'est d'avoir des intérêts dessus. Évidemment, pourquoi je vous dis spécifiquement avec une grosse quantité de crypto? Parce que si ensuite les atomes, vous voulez les récupérer sur la blockchain Cosmos directement pour aller les staker, etc., va falloir les sortir de la Binance Smart Chain. Je suppose que le mieux pour faire ça, c'est de les envoyer sur votre compte Binance et de les envoyer ensuite sur votre portefeuille Kepler, votre portefeuille Cosmos, peu importe. Il y a Trust Wallet aussi qui supporte la blockchain. Et du coup, ça va vous générer des frais de faire ça, bien évidemment. Mais c'est une des utilisations que je peux trouver à Rehold. Je vous montre vite fait le ZK Doge. Alors, pour le fun, j'ai mis un tout petit billet dessus, j'ai mis 40 $. J'ai déjà récupéré ma mise dessus. Là, il doit me rester la moitié à peu près. Il doit me rester 20 balles de ZK Doge. Moi, honnêtement, maintenant, j'y touche plus, c'est mort. J'ai eu de la chance, j'avais acheté avant qu'il y ait eu la hype, par rapport à Twitter, etc. Mais il avait commencé à pump un peu avant, j'ai l'impression. Bref, donc j'en avais acheté là, je me suis dit, écoutez, ZK Sync en ce moment, il y a l'air d'y avoir une grosse hype. Ce qui m'a fait déclencher mon achat sur le ZK Doge, il faut que je vous montre, c'est une crypto qui a été lancée en fait sur ZK Sync, une crypto d'un protocole, et elle a explosé alors que ses tokenomics, il pue la merde. Le token là, il est monté à 1 $. Non mais c'est abusé. Le truc était à 60 centimes, j'ai hésité à en acheter, je me suis dit non, c'est trop, le truc il va se péter la gueule. Non. Non. On a l'évaluation après dilution. En gros, au maximum, il pourra y avoir 100 millions de tokens en circulation. Donc ça veut dire qu'au prix actuel, avec tous les tokens en circulation, ce serait un projet valorisé à 100 millions de $. Et moi je trouve que c'est beaucoup trop pour ZK Sync. Pour l'instant, c'est une blockchain qui est naissante, etc. Mais c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'alt sur cette blockchain, en tout cas d'alt un petit peu sérieux on va dire, ou d'alt utile, donc c'est pas trop étonnant de voir tout cet écosystème pumper. Je suis trop resté dans mon mood un petit peu de bear market, d'avoir vu des projets se lancer et du coup se péter la gueule dès le début parce que c'était le bear market. Là je dois
avouer que ZK-Sync, il commence à y avoir une petite hype dessus. En plus, je dis ça, mais j'y ai participé en vous faisant le live de la semaine dernière sur ce sujet-là. On a le token de Mute aussi, pas ouf non plus hein, sur les derniers jours, plutôt stable, mais il y a lui aussi qui existe. Je crois que c'est à peu près tout. On a le Mute, le OT et le ZK Doge, voilà. Et le shitcoin de la blockchain. Moi, j'ai mis un billet dessus, j'ai récupéré ma mise. Maintenant, YOLO, ce qui reste. Là, justement, on est sur On-Chain Trade. C'est le protocole du token OT. C'est un protocole assez équivoque, hein. On peut aller trader dessus, mais on peut apporter des liquidités dans les pools. Et en ce moment, on a 14% d'intérêt quand on apporte de l'USDC. C'est abusé parce que en plus de pouvoir acheter du OT à 60 centimes quand j'en avais eu l'occasion, j'aurais pu le déposer avec 50% d'intérêt. C'est ouf. En ce moment, il y a beaucoup de volume sur Ethereum sur cette blockchain. Donc là, on a 74%. C'est un APR, pas un APY. Donc c'est vraiment un rendement élevé. 74% de rendement sur Ethereum. Si on met un filtre avec toutes les pools ou alors toutes les pools non vérifiées, vous voyez qu'on a plus de cryptos qui apparaissent et on a entre autres le ZK Doge. Alors faites pas attention à celui-ci, faites attention à celui-là, hein, c'est celui-là dont je vous parlais. Bon, alors le rendement de 2000%, je suis pas sûr à 100%, il y a juste dû avoir un petit peu de volume récemment. Vous voyez, il y a eu 86 $, de volume. Et il y a assez peu de liquidité, donc forcément, s'il y a 86 $ de volume sur un truc où il y a 100 $ de liquidité, bon, ça bouge un peu, ça fait du coup des intérêts. Mais voilà, moi, il doit me rester 20 balles de ZK Doge, j'ai dû récupérer 20 centimes, vous voyez, grand max. Mais c'est déjà ça. Moi, je les laisse YOLO dessus, on verra bien jusqu'où ça nous mène. J'ai été surpris quand même la semaine dernière, les frais sont un petit peu élevés sur ZK-Sync. Alors, a priori, de ce que j'ai compris, c'est plus de gens utilisent cette blockchain, moins il y a de frais. Bah, pour l'instant, faut qu'il y ait plus de gens qui l'utilisent, hein. Clairement. Il y a aussi Nexon Finance, que je vous ai montré, j'avais déposé des stablecoins dessus la semaine dernière. Ça y est, maintenant ça commence, on peut déposer des USDC, on peut déposer aussi de l'Ether. Alors, on voit pas les rendements sur Ethereum, par contre, on a les rendements sur USDC. C'est pas hyper élevé, mais on a 4% en déposant. Donc, il y a aussi ça qui existe. Par contre, a priori, vous voyez qu'on a atteint le maximum de cryptos qui sont déposés. Donc, c'est peut-être mort maintenant pour rejoindre. Maintenant, on va passer du côté de Polygon ZK EVM. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose sur cette blockchain, ou en tout cas, j'ai pas découvert grand-chose, mais on a 0VIX, c'est une plateforme de prêt d'emprunt comme AV, etc. Vous pouvez déposer de l'Ethereum à 5%. Sur Polygon ZK EVM, c'est un peu comme sur ZK-Sync. Pour l'instant, l'Ethereum est très échangé, donc il y a des choses sympas à faire dessus. Après, évidemment, le plus sympa sur Polygon ZK EVM, c'est QuickSwap. Alors, Polygon ZK EVM, vous allez voir dans les farms, dans les pools de liquidité, on a jusqu'à 127% de rendement annualisé sur Ethereum USDC. Alors le souci, c'est que c'est une pool type Uniswap V3, vous êtes payé dans le token Quick, donc vous êtes payé dans une crypto moi que j'aime pas trop honnêtement, et puis c'est les pools Uniswap V3, c'est-à-dire que vous n'allez pas assurément avoir des intérêts sur vos cryptos. Il faut être dans la range. En gros, si je dis pas de bêtises, l'Ethereum il vaut 1870 $, et ben il faut que votre fourchette de prix sur la pool Ethereum USDC, elle soit comprise avec les 1870 $. Par exemple, que vous échangez de l'Ethereum entre 1500 et 2000 $. On a sur la blockchain Optimism, oui, hein, tant qu'à faire, je vais vous parler un petit peu d'Optimism. Hein. Arbitrum m'a déçu, donc on va chez la concurrence. Je plaisante évidemment. Il y a toujours des choses sympas à faire sur Arbitrum, mais là, on a des pools de liquidité classiques, un peu à la balancer pour ceux qui connaissent, et on peut avoir jusqu'à 23% d'intérêt sur des stablecoins. Alors c'est très complexe quand même quand on regarde la répartition des intérêts. Boum, ça ressemble à ça. Donc vous avez 23% d'intérêt, là-dessus vous avez 10% dans le token Zone, c'est un protocole de prêt d'emprunt comme AAV, etc., sauf que c'est sur Optimism. Vous avez 0,21% de swap fees, ça c'est les gens qui vont échanger des cryptos sur Beethoven X, hein, les frais de transaction. Vous avez 10,58% d'intérêt en bits, ça c'est le token de Beethoven X, et vous avez 1,84% de Reaper Boosted APR. Alors ça c'est le plus compliqué. En fait c'est une pool de stablecoin un petit peu spéciale, vous n'allez pas déposer de l'USDT, de l'USDC directement, vous allez déposer une version du DAI, une version de l'USDT qui rapporte des intérêts. Bon alors c'est pas des versions qui rapportent beaucoup d'intérêts, on peut voir ici, mais du coup ça booste quand même votre rendement, et c'est 1,84% de rendement, on peut dire qu'ils sont directement en stablecoin. Donc vous allez concrètement recevoir deux cryptos,
cryptos qu'on peut qualifier de shitcoin, ou en tout cas de cryptos qui se font facilement dumper, on va dire, et un petit peu de frais de transaction, mais là ça va être aussi des stablecoins puisque c'est une pool de stablecoins. On va passer maintenant sur la blockchain Phantom. C'est un protocole qui est aussi sur Phantom, et en ce moment, si vous avez du coup du token Phantom, vous avez une pool assez intéressante qui vous rapporte 33% d'intérêt. C'est une pool avec du Phantom et du Anchor Phantom, donc c'est une version stakée de ce dernier. Évidemment, si vous n'avez pas de Phantom et que vous n'avez pas envie de vous exposer au Phantom, il y a moyen de moyenner. On peut déposer par exemple des stablecoins sur Gas Finance ou de l'Ether, du Link, du Bitcoin, n'importe quoi, et vous empruntez du Phantom par-dessus. C'est relativement neutre, le coût de l'emprunt, vous êtes presque payé à emprunter. Bonne soirée à tous, j'espère encore une fois que ça vous a plu. On se retrouve mardi prochain. À mardi prochain, allez, on y va.